référence, le loup, ce mal-aimé. Si je vous dis loup, à quoi pensez-vous? Depuis des siècles, le loup réveille en nous nos peurs les plus profondes. Rien qu'à entendre ce loup, certains frissonnent. Mais pourquoi? L'avez-vous déjà vu? L'avez-vous déjà entendu? Regardé? Touché? Avez-vous dormi tout contre lui? Vu ses paupières courir excusez-moi. Vu ses rêves courir sous ses paupières. Aujourd'hui, je voudrais vous mener dans un voyage au cœur de nos peurs, de nos fantasmes, mais aussi au plus près du réel, de la science de l'animal, tel qu'il est vraiment. Car si le loup est mal aimé en France, ce n'est pas à cause de ce qu'il est, mais à cause de ce que nous avons voulu voir en lui. Pourtant, dans l'imaginaire, il est celui qui rôde, qui quête dans l'ombre. Nous avons une peur innée, inculquée par notre culture. Dès notre plus jeune âge, je suis fatiguée, je suis désolée. Dès notre plus jeune âge. Je pourrais vous raconter de très nombreuses anecdotes vécues avec ma meute au quotidien. Dès que je dis le mot loup, les gens immédiatement se reculent et ont peur. Essayons de comprendre ensemble, à travers les âges passés, pourquoi nous les craignons autant. Dans de nombreuses civilisations, le loup était vénéré, un animal sacré, un frère sauvage. Il fut compagnon d'Artémis, totem chez les Celtes, les Amérindiens, les peuples nordiques, ou sauveur de Rémus et Romulus, dont d'ailleurs pendant des années la monnaie fut frappée de la louve, l'emblème capitoline. Je pourrais vous parler pendant des heures de l'importance qu'on lui donnait avant quoi? Avant l'arrivée du christianisme. Lorsque le christianisme prend le pouvoir, le loup se transforme en symbole du mal. Il est sombre comme la nuit, il est le péché, il est vorace comme l'enfer, sauvage comme les païens à convertir. Et son intelligence ne peut être due que grâce à l'œuvre du diable. Un démon au tapis, prêt à nous dévorer. La peur et les mythes, la métamorphose en loup-garou, les nuits de pleine lune, et cette légende prend racine dans une observation tout à fait scientifique. Au départ, le loup, il a une troisième paupière, et cette paupière, elle lui permet de voir la nuit. Or, cette paupière, elle réfléchit la lumière. Et du coup, ses yeux brillent la nuit. Donc, à cette époque, ce loup, avec ses yeux, brille la nuit, et le pouvoir se déplacer, encore une fois, c'est de la sorcellerie. Cette paupière, elle s'appelle Tatonus de loup. Et en fin de compte, il y a très peu d'animaux qui peuvent voir la nuit. Dans les bestiaires médiévaux, il devient l'ennemi de l'agneau, donc de l'Église. Les contes deviennent un outil de propagande et les symboles cachés, le langage à double sens que nous avons totalement oublié. Qui ne connaît pas les contes de Perrault, de Grimm, les fables de La Fontaine? Et en fait, tous ces contes ont été détournés aujourd'hui. On ne retient du petit chaperon rouge que le loup qui mange les enfants et mange la grand-mère. Alors qu'au départ, c'était un conte, excusez-moi, sexuel. À aucun moment, on est sur une idée du loup qui mange les enfants. En fin de compte, il y avait une expression qui disait « Qui a connu le loup ?» Et on parlait de sexualité. Sauf que tout ça a été oublié. Et on ne retient plus que le premier degré. Savez-vous qu'après de nombreuses études, le loup que l'on peint comme sauvage, destructeur,
est l'animal au monde qui nous ressemble le plus. Alors bien sûr, pas dans sa morphologie, mais dans sa façon de concevoir la famille, la société. En fait, il s'occupe aussi bien des petits. C'est toute la meute qui s'occupe des petits. On n'oublie jamais les anciens, on respecte, on les écoute. Et quand un animal est blessé ou handicapé, on l'attend. Parce que dans une meute, vous avez un veilleur. Et le veilleur, c'est celui qui ferme la marche. Donc même si le groupe avance rapidement, eh ben, on n'oublie jamais personne. Parce que le veilleur, il attend. Ces rôles ne sont pas figés, ils sont reconnus, ils sont ajustés, vécus avec fluidité et respect. La meute, c'est pas une dictature, c'est un noyau familial. La femme ne domine pas, il guide, il protège, il est juste. Ce n'est pas celui qui tient sa couronne. La solidarité est profonde, ancrée en eux. Les petits sont élevés par tous. Excusez-moi. Hop là, ça je vous l'ai dit tout seul. Donc parlons maintenant de leurs caractéristiques physiques. Et puis je vais les comparer à nos caractéristiques à nous. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc la mâchoire, elle permet 300 à la pression. En une seconde, on peut vous croquer un fémur. Hop, une fémur. Pour vous donner un comparatif, notre pression à nous, elle est de 40. Quand vous croquez dans une pomme, vous mettez 40 de pression. Eux, ils en ont 300. La mâchoire peut broyer, fendre des os, briser un monoplate, mais attention, ce n'est pas de la violence gratuite, c'est de l'efficacité. Ils mangent tout, ne gaspillent rien, même les os sont de la nourriture. Car ils ne savent pas quand aura lieu leur prochain repas. On dit souvent que le loup est un tueur glouton, avide de chair. En réalité, il est le maître de la gestion de l'énergie, de l'économie. Un loup adulte peut jeûner, vous savez combien de jours? On peut jeûner jusqu'à 15 jours. Et oui, 15 jours sans pouvoir manger, sans s'affaiblir, sans se plaindre, sans agressivité. Il ralentit tout simplement son métabolisme. Il économise ses gestes. On constate souvent que quand il se déplace dans la nature, il y a un dicton qui dit « à la queue leu ». Et ben en fin de compte, c'est le premier qui ouvre la marche et les autres, ils suivent ses pas. S'il marche dans la neige, et ben au lieu que tous soient obligés de faire la profondeur, de se fatiguer, et ben ils reprennent les pas de l'autre. Et comme ça, ils s'économisent. Quand l'heure vient, ils chassent en meute, sans gaspillage. Ils ne tuent pas pour tuer, ils tuent pour survivre. Là où l'homme stocke, gaspille, jette, le loup jeûne et s'adapte. Ses yeux sont jaune ambre, vision en couleur, avec juste l'absence de prisme, un peu comme les daltoniens. Cette fameuse paupière, que je vous ai déjà expliquée, et ensuite, il voit 7 à 8 fois mieux que nous. Il peut repérer un mouvement à plus de 150 mètres de nuit. Son champ de vision est beaucoup plus large que le nôtre. En fin de compte, le positionnement de ses yeux sur sa tête lui permet à 250 degrés. Vous savez combien de degrés nous avons, nous? 180. Il en a 150. Il voit quasiment tout ce qui l'entoure sans avoir besoin de tourner du tout la tête. À la grande différence de nous, son œil capte aussi les vibrations.
les déplacements, les moindres mouvements. En fait, son œil, il n'est pas conçu comme nous. Nous, on voit les détails, on voit tout ce qui est près. Quelque part, lui, il va voir la forme. Il ne va pas voir que vous êtes gros, petit, blond, brun, même s'il voit en couleur. Vous êtes un petit peu comme flou. Mais en contrepartie, il voit un moustique à 50 mètres. Parce que son œil, il a été créé pour le mouvement. On va parler maintenant de ces coussinets. Je ne sais pas si vous m'avez vu tout à l'heure au défilé. On a fait très attention, on leur a mouillé les pattes, on a mis un plaid au sol, qu'on a mouillé et on les a posés sur le plaid. Parce qu'en fait, ces coussinets, ils ont énormément de petits vaisseaux sanguins tout le long des coussinets. Et ces vaisseaux sanguins, ils sont extrêmement fins et ils leur permettent de jouer un rôle régulateur au niveau de la température corporelle. C'est comme s'ils avaient des radiateurs. Donc en fin de compte, ces coussinets, ils refroidissent tout le corps du sang parce que le sang va continuer à naviguer et en fait, ils reviennent au coussinet, ils sont de nouveau rafraîchis et ils renaviguent et ainsi de suite, comme un circuit. Et en plus d'avoir les coussinets, ils ont aussi les babines. Donc vous avez plein de petits capteurs là au niveau des babines qui eux aussi font comme les coussinets, qui régulent la température du sang. Donc quand vous voyez votre chien allaiter, c'est pas forcément parce qu'il a soif, c'est qu'en fait, il est en train de descendre sa température corporelle. Si on pouvait en faire autant. Ah. Voilà. Alors maintenant, nous allons parler aussi du digital. On me dit souvent que le loup, quand il marche, il a une drôle de démarche et on ne l'entend pas. C'est comme s'il dansait. C'est qu'en fin de compte, il a ce qu'on appelle le digital. Il a gardé tous les doigts. Votre chien, à force d'être manipulé par l'homme, aujourd'hui, sa patte, c'est un ensemble. Quand il pose sa patte, ça fait ça. Alors que le loup, il a encore tous les doigts. C'est pour ça qu'il peut attraper des choses, grimper à des arbres, et surtout, on ne l'entend pas quand il marche, parce qu'il est très discret. Il marche sur la pointe de ses doigts. Maintenant, l'odorat. L'odorat, c'est 200 millions de cellules olfactives. L'odeur devient un langage. Encore une fois, savez-vous, nous, notre odorat, combien de ces cellules nous avons? 5. Nous avons 5 millions de cellules. Eux en ont 200. Donc, ils sentent tout. D'où, justement, cette odeur devient réellement un langage. Ils sont capables de suivre une piste de 2 jours plus tard. Les animaux sont passés là il y a 2 jours et ils sentent encore cette piste. Leur audition, c'est un radar vivant. Ils captent aussi bien les ultrasons que les sons que nous émettons nous. Ils sont à 20 000 Hertz. Donc ils entendent une sonorité de 20 000 Hertz, que ça soit l'aigu et le grave. Même comparatif, nous, 80. Donc, nous disons que 80 au niveau de l'audition. Eux, c'est 20 000. C'est leur premier sens. C'est l'audition. Ils nous entendent arriver de loin. Donc, en fait, ils entendent 4 fois mieux que nous. En plus de ça, les oreilles sont mobiles. Elles sont totalement indépendantes. Donc, elles peuvent aussi bien tourner complètement à droite, l'autre rester statique, et ils peuvent entendre à 2 directions. Elles sont indépendantes, comme des antennes. Et le degré qu'elles peuvent atteindre, vu qu'elles sont indépendantes, va encore à 380 degrés. Parce que, hop, ils peuvent capter 380 degrés de son. Quand nous entendons le chant du vent, le loup il perçoit un battement d'aile d'un insecte, le déplacement d'un mulot sous terre, parce qu'il entend aussi les vibrations. Et cette sens va encore plus loin, car il sent la météo.
Monsieur Ombre, le noir que j'ai sur mon campement, je l'appelle Monsieur Ombre météo. Et des fois, je suis en train de me baigner, il y a un soleil pas possible, il fait 40 degrés, et là, il vient me dire, hey, rhabille-toi, le temps, il change. Et je peux vous assurer que je l'écoute, parce qu'il se met vraiment à chouiner, à donner des coups de museau, et la plupart du temps, quand j'arrive à la voiture, l'orage est venu, il est bien là, et je suis bien heureuse que Monsieur Ombre, il m'ait prévenu quasiment 1 heure à l'avance. Tellement il a senti dans l'air le temps tourner. Maintenant, le plus gros de leurs atouts, c'est leur intelligence. Et cette intelligence, c'est ça qui leur a fait défaut. Parce que cette intelligence, on estime, nous, humains, qu'elle n'est pas naturelle, elle n'est pas normale. Il n'y a que nous qui avons le droit d'être intelligents. C'est pas vrai. Leur intelligence est certes différente, mais ils ont leur propre langage, comme nous. Ils savent parler entre eux. Ils ont une modulation de son. Et ils ont vraiment un langage très, élevé, très recherché. Il est réfléchi, il est observateur, il est stratégique. Quand il part à la chasse, cette chasse, elle n'est pas on va aller chasser. Non, ils vont aller repérer le terrain, ils vont aller repérer les animaux, voir ceux qui sont malades, ceux qui sont faibles. Parce que, encore une fois, la chasse doit être rapide et il ne doit pas y avoir de perte. Quand je dis de perte, c'est ils ne doivent pas être blessés. Donc cette chasse est structurée et c'est une chasse faite par la meute. Elle est très réfléchie. Si vous avez vu certains documentaires, il y en a un que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, les loups ont repéré un étang qui est gelé. Et ils sont après tout un troupeau de caribous. Donc, ils vont aller déplacer tout doucement le troupeau de caribous jusqu'à que, par la panique, ils tombent dans cet étang gelé. Et là, ils ont de la nourriture pour tout le reste de l'hiver. Un frigo, comme nous. Et à chaque fois qu'ils avaient faim, ils allaient chercher au frigo leur nourriture. Donc imaginez comment c'est réfléchi et stratégique. Pendant très longtemps, l'homme, en fait, suivait le loup. Et justement, déjà le loup savait toujours où étaient les troupeaux. Donc l'homme suit le loup. Et l'homme s'est inspiré. On n'a absolument rien inventé. On n'a fait que copier la nature. Il ne faut pas l'oublier. Il a une mémoire spatiale. Alors une mémoire spatiale, c'est une mémoire de ce qui nous entoure. C'est les meubles, c'est quand on prend la voiture, c'est le repère de l'espace. Et cette mémoire, il l'a. Il sait exactement où il est et l'endroit où il a été, et il s'en souvient. Il a une mémoire émotionnelle. Il est capable de pleurer, d'avoir du deuil, de la tristesse, de la joie. Il a une mémoire ancestrale, qu'on appelle une mémoire atavique. En fait, cette mémoire, il l'a déjà à l'intérieur de lui. C'est ses ancêtres qui lui ont donné. Nous avons perdu cette mémoire. Nous ne savons plus nous écouter. Une fois, j'étais en forêt. Le son, il était tout petit. Et en fait, il revient avec un œuf dans la gueule. Oh, je me suis dit, bon, ça doit être un randonneur. Il a oublié son œuf dur. Le son l'a trouvé. Et puis, il le tenait très, très, très délicatement. Puis là, je vois, il se couche, il met les pattes en cocotier, il pose délicatement l'œuf au milieu, et il se met à casser l'œuf tranquille par au-dessus. Et il le lave. En gros, il manquait que les mouillettes. Voilà. Comment il a appris ça? Comment il a su ça? Il a su ça parce que c'est sa mémoire ancestrale. Ce qui est triste en fin de compte, c'est que malgré toutes ces données scientifiques, nous restons toujours sur cette idée du tueur sanguinaire. C'est la première chose que nous voyons lorsqu'on dit loup. Et cette idée, elle persiste, car nous n'arrivons pas à passer cette peur. Nous n'arrivons pas à imaginer autre chose. Dès que nous prononçons le mot loup, immédiatement, c'est le pire, c'est l'attaque, c'est la violence.
Or, c'est facile, en fin de compte, pour lui, quand vous y réfléchissez, de faire une bouchée de loup. Maintenant, est-ce que réellement vous avez entendu une attaque de loup sur les humains? Eh ben non. Ces peurs, elles sont infondées. Il est absolument pas dangereux pour nous. Nous ne sommes, excusez-moi, même pas de la nourriture dans son, justement, alimentation. On n'est même pas comestible. Bon, il n'y a qu'à voir ce qu'on mange. Hein. Oh ben, franchement, frites, patates, chips, ça peut être terrible. Hein. Donc en fait, ces craintes, c'est des préjugés. Et j'espère enfin, déjà que cette conférence, voilà, vous fera réfléchir. Mais il faut regarder cet animal autrement. Parce que cette peur, elle est injustifiée. C'est un animal extraordinaire. C'est cet animal, c'est celui qui nous ressemble le plus, comme je vous expliquais tout à l'heure. Avant, il représentait 80% du territoire. On pouvait le voir sur 80% de notre planète. Vous savez aujourd'hui combien de loups il existe sur tout le territoire? 10%. C'est tout ce qui reste. 10%. Ouais, merci Love. Donc mon message, et j'espère que, voilà, c'est protégez-le. C'est pas un animal dangereux, c'est un animal extraordinaire. Et il faut le protéger, comme d'autres. Et les protéger, c'est aussi l'écosystème. Parce que c'est ce qu'on appelle un animal clé de voûte. C'est un animal qui est essentiel dans notre équilibre. C'est ce qu'il a montré, justement, à Yellowstone. En fin de compte, en remettant le loup, tout l'écosystème a revécu. C'est un animal qui permet l'équilibre. C'est un régulateur. Donc le loup, en fait, il est revenu en France très naturellement par l'Italie en 1980. Pour l'instant, personne ne le sait. Et en fait, on va découvrir 10 ans plus tard qu'il est revenu en France. Et quand, enfin, on réalise que le loup est revenu, eh ben ça y est. Tout de suite, les médias se mettent à hurler au loup, alors qu'il est là depuis 10 ans. Donc, il devient un bouc émissaire. Parce que maintenant que le loup est revenu, eh ben, c'est toujours la faute du loup. Comme vous voyez, en Italie, en Espagne, il n'y a aucun problème avec le loup. Et à croire que dès qu'il passe la frontière française, il devient un monstre. Alors ça, c'est notre culture. Oui, c'est notre culture. Moi, on voyage beaucoup avec ma meute, et c'est vrai que quand nous allons dans d'autres pays, eh ben, le mot loup, ça n'a pas du tout la même intonation qu'en France. Et pendant qu'on accuse le loup, justement, il ne faut pas oublier une chose. Nous sommes quand même le premier pays de l'abandon canine. Depuis des années, une grande médaille d'or. Et ces chiens n'ont pas peur de l'homme. Et ces chiens, justement, ben, il faut qu'ils survivent. Et eux, ils tuent pour tuer. C'est pour ça que souvent, on entend à la télé qu'il y a eu des troupeaux qui ont été massacrés. Alors tout de suite, encore une fois, on dit « c'est le loup ». Sauf que quand on étudie les choses, eh ben c'est pas le loup, c'est des chiens. C'est des chiens errants. Le loup, comme je vous disais, il ne laisse rien. Il se nourrit. Même les os sont une nourriture. Donc quand il y a justement des bêtes qui sont massacrées et laissées comme ça, ce n'est pas le loup. Aujourd'hui, nous sommes le pays qui indemnise le plus au niveau des éleveurs. Et malheureusement, encore une fois, cette indemnité a été détournée parce qu'on en revient encore à l'argent. Donc, on dit que c'est le loup qui a tué les troupeaux, comme ça on est indemnisé. Et ça va tellement loin que maintenant l'État mène réellement une enquête et vérifie clairement si c'est le loup ou pas. Et ce qui est triste, c'est qu'à 70%, ce n'est pas le loup, c'est l'homme qui a mis en scène le massacre de vieux animaux pour se faire rembourser. Alors c'est vrai, quoi qu'il arrive, le loup fait une prédation. Il faut quand même, voilà, il existe, il a besoin de se nourrir. Mais nos troupeaux, ils sont libres.
Quand vous allez en Italie, quand vous allez en Espagne, ils ont une population lupine qui est 4 fois supérieure à la nôtre. Jamais vous entendez parler d'un problème de loup en Italie. Parce que déjà, les moutons, ils sont protégés. Il y a des chiens de patou, il y a des bergers. Alors c'est vrai, voilà, il faut de nouveau remettre des personnes pour surveiller nos pâtures. Et aujourd'hui, les Français, ben non. Les moutons, les brebis, tout ça, sont toute la saison dans les pâtures, sans surveillance. Et le loup, ben, il embête, parce qu'il faut de nouveau remettre des chiens, des gens, pour les veiller. Donc en fin de compte, eh ben, j'ai fait tout le tour. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les paroles vous font réfléchir. Et puis, je vous dis donc, si vous entendez hurler, n'ayez pas peur. Déjà, c'est son langage. Hurlez avec lui. Parce que pendant très longtemps, il a été notre frère. Il a été à nos côtés. Et ça serait bien de ne pas l'oublier.